J'ai pas mis une citation de Jacques pour l'évaluation. J'ai pris une situation qui est beaucoup plus ancienne, qui date des années 70, pour essayer de me situer par rapport à cette question de l'évaluation. Il y a dans cette citation, il y a trois mots qui me semblent importants, qui sont les trois mots qui ont été soulignés ce matin par Nicole Régé-Colette. Il y a la question de l'évaluation qui est un processus, hein, c'est-à-dire qu'on a un travail continu donc, pendant l'apprentissage de recueil de données. Donc on recueille des informations. Et l'important, c'est, comme elle le disait ce matin, de nous situer, nous, en tant que chercheurs capables d'avoir des critères explicites pour analyser cette information. Et puis ce qui me semble important, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, c'est la question de la décision. C'est-à-dire que quand on évalue, on a un objectif après, c'est peut-être d'orienter l'étudiant, de changer la formation, ou enfin en tout cas, on a un projet et la question de la décision est également extrêmement importante. Alors je vais parler donc de jeu. Alors pour moi, le terme jeu, vous savez qu'en anglais, il y a trois mots pour dire jeu. On dit soit game, on parle du jeu, c'est-à-dire l'artefact qu'on utilise pour jouer. On parle également de la situation de jeu, c'est plutôt le play. Et puis il y a le playing, qui est le jeu qui est effectif par l'étudiant. Moi, je parle du play, c'est-à-dire je parle de la situation de jeu qui est mise en place. C'est-à-dire que je considère, par exemple, que si je propose un jeu à des étudiants, il y a peut-être un risque qu'ils ne jouent pas véritablement, s'ils n'acceptent pas le jeu. Alors, je vais peut-être commencer avec une tension entre former et évaluer. On l'a bien montré, enfin, les intervenants précédents l'ont bien montré, il y a bien un lien très très fort entre évaluer et former. Je vais prendre cet exemple de Renault. L'entreprise Renault, l'entreprise d'automobile, donc avait demandé à une entreprise de lui créer un jeu de formation de ses vendeurs. Et puis finalement, ils se sont aperçus que ce jeu qui était destiné à la formation, il n'était pas très intéressant pour la formation, mais par contre, il est très, très intéressant pour l'évaluation de ces vendeurs. C'est-à-dire qu'au lieu de l'utiliser pendant la phase de formation, eh bien, il l'utilisait après une formation qui a lieu plutôt en présentiel et de manière plus classique, de manière à vérifier que les compétences des vendeurs étaient acquises. Donc vous voyez, il y a toujours cette tension aussi entre former et évaluer. Les deux sont extrêmement intriqués. Alors moi, je vais partir dans ma présentation avec deux exemples où je vais essayer d'aborder concrètement cette question de l'évaluation et en particulier comment on l'a abordé à l'ENS de Lyon. Alors le premier exemple, c'est une formation certificative. C'est un défi qui nous a été donné dans l'équipe éductive, c'est-à-dire qu'on est venu me voir, la direction des études est venue me voir en me disant voilà Eric, nous avons un problème, c'est qu'il nous faut former nos agrégatifs à l'usage des ressources numériques, il faut les former à l'usage licite des ressources numériques. Il faut que lorsqu'ils seront enseignants dans le secondaire ou dans le supérieur, ils respectent en particulier le droit d'auteur ou l'exception pédagogique. On m'a dit que c'était vraiment important parce que c'est un problème actuellement qui a été identifié comme un verrou de l'utilisation du numérique. Les personnes ont peur parfois donc d'utiliser des ressources parce qu'ils ne savent pas si ces ressources sont utilisables légalement. Alors, la deuxième difficulté, c'est qu'on m'a dit qu'en fait, on aurait 300 personnes à former, que les étudiants auraient probablement un enthousiasme relativement limité à cette formation parce qu'ils sont entre les écrits et les euros de l'agrég, que je n'aurais qu'une heure pour les former et qu'en fait, on n'avait pas du tout de ressources disponibles pour faire cette formation parce qu'on n'a aucun spécialiste de ces questions-là à l'ENS de Lyon. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un spécialiste du juridique, on a pris un spécialiste des ingénieurs pédagogiques, on a mis un game designer, également quelques autres personnes comme des développeurs. On a mis ces personnes dans notre incubateur, on a un Learning Lab à l'ENS de Lyon, et au bout d'un an, eh bien, on a produit ceci. Alors ceci, c'est un Tamagotchi qui est en ligne, qui est le principe du Tamagotchi, vous savez, c'est un petit personnage qu'il faut nourrir, et si on le nourrit bien, eh bien, il va être en bonne santé, et si on le nourrit mal, il sera en mauvaise santé. Ici, c'est un Tamagotchi un petit peu particulier parce que c'est un Tamagotchi collaboratif. Le Tamagotchi se joue par équipe. On est les 4 joueurs, enfin de 2 à 4 joueurs sont en ligne et peuvent échanger par l'intermédiaire d'un chat, d'une zone de clavardage qui est au bas de l'écran. Alors comment ça se passe ?
Vous avez vu qu'il y a des étagères. Sur ces étagères, on trouve des ressources numériques. En fait, ce sont des vraies ressources au sens où elles sont décrites comme de vraies ressources. Ça peut être un ouvrage, ça peut être différentes ressources qui peuvent être utilisées dans une formation. Elles sont décrites par leur numéro ISBN, par le nombre de pages, etc., etc. Ces ressources peuvent être choisies et par glisser-déposer, elles peuvent être mises au frigo. Alors, au moment où les ressources sont mises au frigo, il y a aussi une décision qui doit être prise par le joueur, c'est d'y associer à cette ressource un mode de diffusion. Est-ce qu'elle est présentée en présentiel avec les étudiants, ou est-ce qu'elle est diffusée sur l'intranet, ou elle est diffusée sur Internet? Ça a une importance forte sur la légalité des ressources qui sont utilisées. Et pendant que la ressource est au frigo, les étudiants peuvent échanger en se disant, en s'envoyant des messages, en disant est-ce qu'on va finalement ou pas faire ceci, c'est-à-dire nourrir le Tamagotchi. Alors le Tamagotchi, s'il est nourri avec une ressource qui est légale, il fait yum yum. Et si la ressource est pas bonne, il devient rouge. Et du coup, il va finir par éventuellement mourir dans le dispositif. Voilà, c'est comme ça qu'on forme les agrégatifs au numérique à l'ENS de Lyon. On appelle ça l'innovation pédagogique. J'avais des détracteurs, évidemment, avant. Et puis, j'ai présenté les résultats de cette formation, en particulier l'évaluation des apprentissages des étudiants. Et on a un petit peu moins de détracteurs depuis qu'on a vu ça, puisque je vous rappelle que ce travail-là se fait en moins d'1 heure, alors qu'auparavant, ça mobilisait des personnes et pour faire quelque chose qui ne marchait pas du tout. C'est pour ça qu'on nous avait demandé de mettre en place cette formation. Alors, voilà déjà des résultats. À gauche, vous avez les groupes, vous avez le temps que les différents groupes ont passé sur le Tamagotchi. Et à droite, vous avez les résultats. Et vous voyez qu'on a une grande diversité. Il y a des joueurs comme le groupe 34 qui sont des joueurs très prudents, mais qui ne sont pas allés au-delà du niveau 4. Je dis qu'ils sont prudents parce qu'ils n'ont jamais raté un niveau. Ils ont toujours réussi, ils n'ont jamais fait mourir le Tamagotchi. Le groupe 12, par contre, a pris beaucoup de plaisir à faire mourir le Tamagotchi. Et donc, c'est amusé à le faire mourir au début. Je dis qu'il a pris du plaisir parce que le niveau 1, on ne peut pas le rater. Normalement, c'est un jeu pour apprendre le gameplay. Et puis, on a d'autres groupes pour lesquels on voit que finalement, certains niveaux sont un peu compliqués, comme le niveau 4 pour le groupe numéro 11. Donc déjà, on a une idée un petit peu générale de ce que savent faire nos joueurs dans le jeu. Mais évidemment, c'est un jeu numérique, tout est en ligne, donc on peut récupérer des traces. Et un petit peu dans la droite ligne des MOOC, on peut analyser ces traces. Alors voilà ce que ça donne. Je vais vous donner un exemple. Et pour moi, c'est une façon d'évaluer les apprentissages. Et je distingue évidemment évaluation de notation, parce que je ne vais pas du tout vous parler de notes. Ici, on a un groupe avec 4 joueurs, qui sont des joueurs d'une même équipe. Et puis, vous avez une visualisation qui vous montre en fait un chronogramme. Alors, un chronogramme, c'est quoi? C'est la succession des différentes actions exécutées par le joueur à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que chaque barre représente quelque chose qui s'est fait sur l'interface. Et c'est donc chronologique. Alors ici, j'ai coloré les actions d'une certaine manière. J'ai mis tout en bleu, pratiquement. Le fait de démarrer une session, le fait de mettre au frigo, le fait d'aller accéder à l'aide, le fait de nourrir le Tamagotchi, tout ça, c'est en bleu. Mais j'ai mis une action qui est en rouge, c'est le fait d'aller regarder les caractéristiques de la ressource numérique avant de la donner à manger au Tamagotchi. Et j'ai également mis en blanc les moments où ils envoyaient un message dans le chat. Et vous voyez que déjà, on a des étudiants qui ont des stratégies dans le jeu différentes, puisqu'on pourrait dire que les 2 premiers sont finalement assez bavards. Ils passent beaucoup de temps à échanger entre eux et des messages. Et quand on regarde le contenu des messages, vous allez les voir, il se passe des choses intéressantes. Alors que le joueur numéro 3 passe beaucoup de temps à aller regarder les caractéristiques des ressources à l'intérieur des étagères. Et puis le dernier, visiblement, il mène sa vie. Peut-être qu'il lit les messages des autres, ça, on n'a pas ça dans les traces, mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est nourrir le Tamagotchi. Alors, on va aller regarder un peu plus précisément ces joueurs. On va regarder les numéros 3 et 4. Alors là, j'ai changé les couleurs, mais c'est les mêmes chronogrammes. En fait, j'ai simplement regardé une séquence du chronogramme. J'ai coloré trois actions qui me paraissaient intéressantes. C'est celle de le vert, c'est mettre au frigo. Le violet, c'est nourrir le Tamagotchi. Et le marron, c'est regarder la ressource. Et qu'est-ce que font les joueurs? Eh bien, on voit que le joueur numéro 3, je vais mettre les deux, ça sera aussi bien. Quand on regarde le joueur numéro 4, sa façon de procéder est assez standardisée.
Les deux d'ailleurs, c'est standardisé, mais le second va d'abord prendre une ressource, la donner au Tamagotchi, prendre une ressource, la donner au Tamagotchi, prendre une ressource, la donner au Tamagotchi. Vous voyez qu'il ne s'intéresse pas, comme le fait le joueur numéro 3, à aller regarder, avant de nourrir le Tamagotchi, quelles sont les caractéristiques de ces ressources. On pourrait suspecter le joueur numéro 3 de faire un peu du essai-erreur et finalement de ne pas s'intéresser terriblement à la matière qu'il est censé apprendre, alors que le joueur numéro 3 est vraiment rentré dans la visualisation des caractéristiques des ressources. Donc là, on a on appelle ça des patterns d'action, donc en fait deux critères en fait, que l'on recherche. On cherche ces critères chez les joueurs pour savoir, pour évaluer s'ils sont dans telle ou telle stratégie lorsqu'ils sont sur le jeu et éventuellement pour voir des évolutions de stratégie au cours du jeu. Alors, quand on va, cette fois-ci, dans les messages du chat, on a ce type de messages. Les trois couleurs sont trois joueurs différents. La discussion commence avec est-ce qu'on prend cette ressource ou est-ce qu'on ne la prend pas? Là, on est dans une phase un peu critique du jeu, c'est-à-dire que le Tamagotchi est beaucoup mort. Ils aimeraient bien que le jeu se termine ou gagner des points. Et donc, il faut faire attention. Et là, ça vaut le coup d'échanger avec ses coéquipiers pour arriver à réfléchir sur ces ressources. Et ce qu'on voit, donc, c'est qu'il y a une discussion qui se met en place. Et cette discussion aboutit au fait que les étudiants disent bah, « Ok, non, on ne va pas prendre cette ressource ». Qu'est-ce qu'on voit dans cette situation? C'est que le résultat montre qu'ils ont compris quelque chose. Ça, c'est sûr. On peut évaluer effectivement que sur ce groupe d'étudiants, ils ont compris une des règles de l'exception pédagogique. Et du coup, on peut avoir une idée donc, sur l'évolution des apprentissages chez ces étudiants. Alors, quand on regarde maintenant de manière beaucoup plus précise les résultats, on a fait un travail statistique sur l'ensemble des traces. Là, on était sur à peu près 200 étudiants, 200 élèves de l'école. Et on a essayé d'utiliser un certain nombre d'indicateurs pour essayer de les catégoriser. Et il ressort de ces analyses qu'on a 5 classes d'étudiants. La classe la plus centrale, c'est la classe numéro 5. C'est une classe dans laquelle les étudiants sont des gens prudents qui vont aller regarder très attentivement les ressources et qui vont beaucoup échanger avant de les donner au Tamagotchi, alors que d'autres classes ont des stratégies différentes. Donc on accède avec ces analyses, avec ces indicateurs, à une organisation, une classification des différents types de stratégies d'étudiants qui nous permettent d'avoir une idée assez intéressante sur qu'est-ce qui se passe dans l'information. Du point de vue individuel, on a des informations pour chacun des étudiants, mais également au niveau des groupes d'étudiants, ce qui nous permet également ensuite, par exemple, d'aller réviser le gameplay, d'aller réviser le Tamagotchi. On a prévu des changements pour éviter, donc, en particulier, d'avoir des étudiants qui restent trop longtemps sur des stratégies qui sont des stratégies d'essai-erreur. Donc voilà un petit peu les résultats. À l'ENS, ils sont très très contents parce qu'on a quand même 60% des groupes qui sont rentrés dans une logique d'échanger de manière très très détaillée sur les questions des règles juridiques. Et donc ça veut dire qu'on a à peu près 60% des étudiants qui ont visiblement qui ont pu être certifiés du point de vue du C2I2E à l'issue de cette formation, ce qui pour une formation d'une heure était relativement peu coûteux au bout du compte. Alors, je voudrais, au cours de cette présentation, avancer un certain nombre d'idées. Je vais en avancer 3. En voilà 2 qui arrivent. La première idée, c'est que pour moi, le jeu, c'est un espace de réflexivité. C'est-à-dire qu'engagé dans un jeu, un étudiant va pouvoir à tout moment éprouver sa manière de penser et d'agir. Ça, c'est quelque chose qui est difficile dans une formation plus classique, parce que éprouver sa façon de penser et d'agir, ça nécessite d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours. Et il est bien évident que moi, perdu au milieu de cet amphi, eh bien, j'ai beaucoup de mal à savoir si ce que je vous raconte est intéressant ou pas. Et les feedbacks, je l'aurai beaucoup plus tard avec les petits cartons rouges. Et donc, je ne peux pas ajuster maintenant mes stratégies pédagogiques ou mes stratégies en tant qu'apprenant. La deuxième idée que je voudrais avancer avec vous, c'est qu'on peut actuellement, parce que le numérique se développe, parce qu'il y a des MOOC, parce qu'il y a des jeux en ligne, avoir des systèmes à base de traces numériques qui peuvent constituer des instruments au service de l'évaluation et qui permettent d'aller assez loin dans l'analyse de ce qui se passe, non plus simplement aller analyser un produit final et dire finalement il a appris ou il n'a pas appris, mais au cours de l'apprentissage, arriver à identifier des stratégies, des approches, des stratégies d'apprentissage qui permettent
éventuellement de réviser ce que l'on met à l'intérieur de la formation. Actuellement, le jeu Tamago Cours est en train d'être développé de manière à ce qu'il y ait une plateforme destinée aux formateurs qui pourra avoir une espèce de tableau de bord qui lui permettra donc de visualiser les échecs et les réussites de ces étudiants. Alors, deuxième point, je voulais vous montrer un jeu dans lequel on voyait des étudiants en train de travailler sur le développement durable. Les étudiants qui ont travaillé sur le développement durable avaient au départ une approche très, très naïve du développement durable en disant le développement durable, c'est mettons des arbres partout, plantons des pelouses et à la fin, tout ira bien. Et à la fin du jeu, parce qu'on a créé une situation complexe, eh bien, ces étudiants étaient capables, à l'issue de cette formation, de mettre en relation le développement durable, non pas simplement avec des enjeux environnementaux, mais également des enjeux sociaux et économiques. Et du coup, ce qu'on peut faire avec des jeux, c'est créer des situations complexes qui permettent le développement de compétences complexes et du coup évaluer également ces compétences complexes. Voilà, et je vais y arriver. Et je vous remercie.